certains auteurs comme Frédéric Laloux, comme Isaac Guep, invitent les organisations à se réinventer, à libérer les collaborateurs et éventuellement même à ce que les entreprises deviennent altruistes. Qu'est-ce que vous inspire cette idée? Sur l'entreprise libérée ou délibérée, il y a beaucoup d'ouvrages de sociologues. À titre personnel, je ne suis pas forcément toujours convaincue parce que malgré tout, dans toute organisation, il y a quand même besoin d'avoir une hiérarchie, il y a besoin d'avoir des modes d'organisation, il y a besoin d'avoir quelqu'un qui décide. À la fin, c'est quand même comme ça que se construit l'efficacité de la décision, qu'elle soit publique ou privée. L'entreprise délibérée, c'est un chantier de vaste ampleur. Je ne suis pas sûre qu'il y ait encore beaucoup d'entreprises qui l'aient mise en place. Donc évidemment, il y a tous les sujets de télétravail, de flex office, de travail plus flexible, mais aussi surtout de donner du sens. Et nous, on le voit chez Veolia, on a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent parce que nos métiers ont du sens. Et donc, on essaie de capitaliser là-dessus pour que les gens soient heureux au travail. Voilà. Donc, plus que le sens, là, c'était le sujet de la confiance. C'est sans doute ça qui manque à beaucoup de gens. Axel? On y est passé assez vite, mais on a vu ça au premier confinement chez Veolia. On est passé de très peu de salariés en télétravail à quasiment l'intégralité des gens, sauf ceux qui évidemment sont sur le terrain. Et ça s'est très bien passé. Donc ces sujets de confiance me semblent un petit peu datés, le terme serait fort, mais je pense qu'avec le télétravail, on a tous vu que c'est tout à fait possible, à condition qu'on ait les outils technologiques. Et ce sujet de confiance, nous, quand on fait des enquêtes d'engagement en interne, c'est pas forcément le sujet de la confiance que nous reprochent les gens, enfin reprochent, ou ils en veulent plus, c'est plutôt le sujet de, voilà, comment s'épanouir au travail, qui revient un petit peu au même sujet. Donc, s'épanouir, ça peut passer par l'articulation vie privée, vie professionnelle, par le travail, le télétravail, mais ça peut aussi passer par voilà, le sens de son engagement au quotidien, l'utilité de l'entreprise. C'est pour ça qu'on en revient sur la raison d'être. Nous, chez Veolia, on attire beaucoup de jeunes qui viennent parce que ça a du sens de faire de l'accès aux services essentiels, de l'accès à l'eau. Ça a du sens d'économiser de l'énergie. Donc voilà, nous, on capitalise plutôt sur comment on donne du sens à notre travail. Et ça, je pense que c'est bien pour attirer, en particulier les jeunes talents, mais pour les garder, il faut qu'ils aient le sentiment de jouer un rôle décisif dans l'entreprise. Et aujourd'hui, chaque collaborateur arrive comme un individu avec des aspirations qu'il faut aussi pouvoir entendre en continu, je crois. Donc, je suis peut-être un peu plus radicale et un peu moins conformiste sur ce sujet, dans la mesure où j'ai vu en particulier au sein de l'administration centrale, à quel point il y avait encore une verticalité hiérarchique et des processus de décision qui avaient le mérite d'une certaine efficacité et encore, mais en revanche, qui pouvaient créer beaucoup de démotivation, en particulier de la part des plus jeunes recrues. On dit souvent que les politiques sont déconnectés, mais on pourrait le dire d'une certaine partie des dirigeants économiques. Et donc, en fait, de s'appuyer sur l'intelligence des collaborateurs qui, mieux que quiconque, maîtrisent la réalité économique et sociale de l'entreprise dans laquelle ils évoluent. Je trouve que c'est indispensable. Lorsque je suis arrivée chez Roland Berger, j'étais étonnée de voir que les feuilles de route stratégiques des entreprises, elles étaient encore majoritairement définies par des entretiens avec le top management, par des études de marché, des enquêtes d'opinion, et puis basta. Moi, je crois beaucoup à l'utilisation des outils numériques comme enabler, comme activateur d'expression collective, pas comme une fin en soi, mais ce que j'avais fait au gouvernement sur la loi pour une république numérique, qui était la coécriture citoyenne de la loi au moyen d'une plateforme en ligne et qui a permis de révéler les nœuds polémiques, qui a permis d'enrichir le texte. Il y a eu 90 amendements, 5 nouveaux articles et qui a permis d'élever la qualité du débat parlementaire du fait de la confiance créée grâce à la transparence du processus. Ça, je pense que ça peut tout à fait être importé dans le secteur privé, en fait. Pourquoi aujourd'hui les jeunes vont quitter une grande entreprise pour aller dans une start-up? Pour la culture d'entreprise, pour l'autonomie réelle ou imaginée dont ils pourront bénéficier dans la responsabilisation et la prise de décision, mais aussi parce qu'ils seront directement associés aux résultats économiques de l'entreprise. Donc, si on veut vraiment s'éloigner d'un modèle de capitalisme financier qui dicte les objectifs en fonction de la valeur de l'action, il faut que cette valeur elle soit beaucoup plus largement partagée, et là encore partagée par l'ensemble du corps social de l'entreprise. Donc, si c'est ce que ça veut dire, l'entreprise libérée,
ça doit passer par là. La notion elle-même, je la trouve un peu étrange et un peu marketeuse. En revanche, l'ouvrage d'Isaac Gens, il est enthousiasmant, c'est-à-dire que c'est une démarche scientifique, démontre plutôt que c'est possible de mettre en place des modes de gouvernance alternatifs. Je vois des startups qui se lancent là-dedans, ça marche très très bien, jusqu'à ce qu'elles atteignent un seuil de croissance du nombre de collaborateurs. Pour autant, je trouve que c'est dans l'ESG, le G, c'est le terrain qui est le moins exploré jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on continue à avoir ce G de gouvernance selon des termes assez classiques qui est le nombre d'administrateurs indépendants, c'est beaucoup du droit des sociétés finalement, et donc une approche très corporate. Et on ne s'appuie pas assez sur la force de l'intelligence collective qui, en plus, est décuplée grâce aux outils numériques. Exactement. Alors moi, pour compléter ma réponse, je suis allée un peu biquer en tête sur l'entreprise libérée avec ses préjugés. J'avais lu un livre d'un sociologue dont j'ai oublié le nom sur l'entreprise libérée, où en effet, il aurait dû ne plus avoir aucun pouvoir hiérarchique, plus de relations hiérarchiques, tout le monde donne son avis, c'est une forme de décision collective. C'est là où je me dis ça ne fonctionne pas. Voilà, je pense qu'il y a toujours besoin d'avoir un chef à la fin. J'avais lu un livre aussi d'un patron de hedge fund qui s'appelle Ray Diallo, qui est un hedge fund assez connu aux États-Unis, qui explique qu'il est pour une transparence absolue, c'est-à-dire que tous les salariés ont accès à sa boîte mail et peuvent voir s'il ment ou pas un client, ce qu'il écrit, etc. Tout est transparent, les minutes du conseil. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas pousser à l'extrême non plus dans la transparence de tout le monde a accès à la messagerie du PDG, il n'y a plus de personnes qui décident, etc. Donc moi, j'étais partie un peu de cette vision de l'entreprise libérée où je ne suis pas sûre que ce soit forcément les attentes des gens. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec Axel sur le collaboratif. Et ça, nous, on en fait énormément. Et en effet, ça marche très bien. Sur les grands appels d'offres auxquels on répond, par exemple, on fait des ateliers qui s'appellent Boost My Tender, donc ça veut dire améliore mon offre. Et on réunit des gens du monde entier qui ont un tropisme pour le sujet, qui le connaissent un peu, qui ont quelque chose à dire. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien sur un plan commercial, qui fait plaisir aux équipes. Mais il y a vraiment des expérimentations très intéressantes issues du monde politique ou de mouvements civiques ou citoyens. Alors, Occupy Wall Street, par exemple, qui a été très caricaturé en France, ça a été un laboratoire sociologique ultra intéressant sur la manière de faire consensus, c'est-à-dire de faire émerger des décisions majoritaires au sein d'un groupe qui exprime la capacité à exprimer une opinion est absolument clé comme première étape pour parvenir ensuite à la prise d'une décision collective. Et ça va être un sujet de plus en plus pour les entreprises parce qu'avec les nouvelles formes de travail, avec la possibilité de télétravailler d'un peu partout, avec l'aspiration à être plus libre et plus indépendant, et donc pourquoi pas à se mettre à son compte, avec cette notion d'entreprise plateforme qui devient un agrégateur de solutions, de produits, de services, mais aussi de talents. Ce qui peut lier encore avec les collaborateurs, c'est qu'ils aient leur mot à dire véritablement productif. Donc voilà, toute cette dimension de psychologie managériale collective, je pense qu'elle aurait intérêt à être beaucoup plus explorée, en particulier par les grandes entreprises. C'est vrai, c'est vrai. Il y a déjà quelques outils qui existent. Nous, on a des Critical Friends, donc des amis critiques du groupe. C'est un groupe de personnalités qualifiées, bénévoles, qui se réunissent quelques fois par an pour donner leur avis sur notre stratégie. Donc, elles sont réunies par le PDG qui leur présente des choses généralement un peu complexes, par exemple notre projet de rapprochement avec Suez ou différents sujets, pour leur demander leur avis de manière très constructive mais critique. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez atypique. Les Young Leaders Comex aussi sont des initiatives intéressantes. Donc, nous, on en a mis en place chez Roland Berger. Et donc, chaque grade de consultant est représenté. Ils ont été élus par un binôme homme-femme. Et donc, on a un COMEX composé de 10 consultants qui challenge les décisions du management, en fait. Mesdames, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Je vous remercie infiniment. Merci Clarence. Merci Clarence, merci Karine.